j'utilise mes souvenirs d'enfants, notamment, pour parler de ma famille disparue dans les camps en 1943. Je les livre d'une manière aussi littérale que possible. Bien entendu, en tant qu'adulte, j'ai appris beaucoup de choses sur ma famille, dont il sera question aussi. Et puis je pense qu'il sera question aussi de bien d'autres choses, et notamment de littérature. Quand la grande littérature du XIXe siècle découvre les réalités, ou plus exactement met le doigt sur les réalités, les fait découvrir, les fait toucher, la littérature du XXe siècle, qui se présente encore sous la forme de romans du XIXe siècle, aurait peut-être tendance à nous les cacher. Et peut-être que c'est en n'écrivant pas de récits, en tournant autour de la notion de roman sans l'utiliser vraiment, que peut-être on écrit des romans ou des récits. Je ne sais pas. En tout cas, on laisse le lecteur s'engouffrer dans le livre et jouer une part active. Les silences eux aussi parlent, et je pense qu'il n'y avait aucune raison pour que je donne à lire quelque chose que je reconstruirais alors que je vis avec des fragments. Et, car contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser, ce n'est pas le récit bien construit qui nous restitue la réalité, c'est le fragment. Le fragment, c'est la manière dont nous fonctionnons de manière intime. Parce que la mémoire est fragmentaire elle-même. La mémoire est toujours fragmentaire. Dans nos réflexions, dans nos souvenirs, voilà. On ne pense pas de façon, on ne se souvient pas de façon linéaire. Voilà. Alors, vouloir construire un récit linéaire, ce serait déjà une espèce d'imposture esthétique, hein, puisque c'est un mot que vous avez utilisé, et je crois que ce serait aussi une posture intellectuelle complètement fausse par rapport aux faits. J'aurais pu de même essayer d'enquêter sur ma famille. Vous vous rappeliez qu'elle était originaire de Turquie. J'aurais pu aller en Turquie, j'aurais pu retrouver l'école communale où ma mère a fait ses études, etc. Je crois que c'était une manière de s'égarer, et je crois que c'était une manière de ne pas considérer le lecteur comme un adulte qui est capable de comprendre aussi les silences de ce livre. Et voilà. Bon. Alors il y a toute une nomenclature de l'objet, des objets dans ce livre, des objets qui sont les traces, hein, les traces d'un passé dont vous vous souvenez ou dont vous ne vous souvenez pas parce que vous étiez très, très jeune, et qui en même temps, aussi modeste, et ténu et humble soit-il, prennent du coup une dimension extraordinaire. Alors je pense à certains objets comme le coquetier, comme le violon de votre père, dont on pourrait parler, parce que c'est des pages très, très bouleversantes, de la gourmette de votre petite sœur. Ces objets, vous les avez choisis, vous les avez retrouvés, vous les avez conservés. Ils ont travaillé longtemps en vous pour qu'ils finissent par donner, par être les objets d'un livre, par être à certains moments presque les personnages d'un livre. Alors oui, ces objets deviennent quasiment des personnages, et ils nous disent, et il me semble que le simple fait de les mettre dans un livre leur donne une aura, leur donne une profondeur, une dimension. Mais tout d'un coup, je me suis mis à les regarder avec l'œil qui peut être celui du lecteur, les yeux qui peuvent être ceux du lecteur, et c'est tout à fait différent. Par exemple, j'ai découvert sur la gourmette de ma sœur que une chose évidente, c'est que d'une part, si elle est dans ce livre, c'est parce qu'elle ne la portait pas, car lorsqu'elle a été arrêtée, elle aurait disparu avec sa gourmette. Donc si la gourmette est dans ce livre, c'est parce que mon père et ma mère avaient pris soin de cacher ces petits bijoux dans une plainte de l'appartement.
et c'est déjà quelque chose qui commence à parler. C'est-à-dire qu'un bébé est à 3 mois lorsqu'il est arrêté et on n'ose pas le promener dans la rue avec sa gourmette, car s'il est pris dans une rafle, la gourmette va disparaître aussi. Donc c'est assez curieux. Et d'autre part, quand on regarde la gourmette attentivement, on s'aperçoit qu'elle a un nœud. C'est-à-dire qu'elle était trop grande pour un bébé de 3 mois. Donc on a fait un petit nœud. Est-ce qu'on peut envisager un livre qui n'apportera rien de nouveau au lecteur? Longtemps, je me suis dit non, non. Mes parents n'ont rien d'extraordinaire, sont des gens très ordinaires, leur histoire est très répandue, sont des travailleurs immigrés en quelque sorte. Ils viennent en France parce qu'ils aiment ce pays, ils viennent travailler, ils travaillent, ils se font une situation, etc. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est un matériel assez riche pour faire un livre? Non, je pensais que non, donc je ne pouvais pas faire ce livre. Et je me suis dit, mais c'est justement parce que c'est un matériel très pauvre qu'il faut faire ce livre. Parce que ne pas le faire, c'est abonder dans le sens du projet nazi qui est de faire disparaître des gens sans qu'ils laissent la moindre trace derrière eux. Donc, il fallait que ces gens laissent une trace. Les personnes qui sont mortes en déportation n'ont pas de tombe. Le mot de tombeau est ici donc doublement exact au sens littéraire du terme et au sens matériel de ce terme, comme le seul endroit où leur nom est gravé. Et voilà. Tout cela revient à dire que le passé n'est jamais tout à fait achevé et qu'il peut se poursuivre sous nos yeux, puisque nous n'avons pas encore tiré tout le parti des photos que nous avons, que nous possédons. Voilà, c'est jamais terminé. Dans le temps retrouvé, Proust insiste sur cette idée que le passé est d'abord une idée grammaticale, une nécessité grammaticale, mais une classification d'abord grammaticale, car dans les faits, il continue à parler, et il continue même à se révéler à nous et à nous révéler l'essentiel. Ce qu'il y a de plus terrible dans le livre, c'est dans le premier portrait, celui de votre mère, Marie, quand vous évoquez les moments où vous alliez la voir à Paris, à l'hôpital Rothschild, où elle était enfermée pour des raisons qui, enfin, quand je les ai découvertes, bon, je trouvais ça absolument glaçant. Enfin, c'est quelque chose d'abominable. Et sur le petit enfant que vous étiez, comment se sont imprimés ces quelques souvenirs que vous gardez de votre mère dans cette situation absolument épouvantable? Ma mère était donc mère pour la seconde fois en août 1943 lorsqu'elle a été arrêtée. J'avais donc une petite sœur qui avait 3 mois. Et au terme des accords entre Allemands et la police de Vichy, on ne déportait pas les enfants de moins de 6 mois. On attendait qu'ils aient 6 mois. Donc ma mère a été internée avec ma jeune sœur pendant 3 mois à l'hôpital Rothschild, à Paris. Je suis allé la voir quelques fois dans la salle commune, qui était un spectacle vraiment très, 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 très dur. Il y avait, je ne sais pas, entre 30 et 50 femmes avec leur nouveau-né, là. Une hygiène tout à fait relative, les couches qui séchaient au pied des lits. Les cris des enfants, les femmes dormaient mal ou très peu, et très peu. Bref, je suis allé là quelques fois voir ma mère et il y a quelque chose, enfin elle était atteinte de ce qu'on appelle une pelade. Et la pelade, c'est toujours dû à un choc nerveux très important et c'est la perte des cheveux, ça n'a rien à voir avec l'alopécie qui frappe uniquement les hommes.
Ce qui m'a frappé quand j'allais voir ma mère dans cette salle commune, elle était jeune, elle avait 28 ans, elle avait quelques cheveux gris, mais l'alopécie, la pelade ne concerne que les cheveux qui ont conservé leur pigment. Donc elle a perdu ses cheveux châtains et restait ses cheveux blancs, c'est-à-dire qu'elle était presque chauve. Voilà une image qui m'a évidemment beaucoup frappé. Plus tard, l'un de mes oncles qui se trouvait déjà arrêté le même jour et qui se trouvait déjà à Drancy a appris qu'il était extrêmement dangereux de m'amener voir ma mère à l'hôpital Rothschild, car on arrêtait aussi les enfants ou les familiers à la sortie de l'hôpital. Donc je n'ai plus vu ma mère qu'à travers la fenêtre de la salle commune. Elle s'approchait de la fenêtre, j'étais sur le trottoir d'en face. C'est ainsi que ce tombeau s'est refermé sur cette fenêtre. Mais en 1996, on a posé une plaque commémorative sur la façade. J'ai été invité, je suis allé à la cérémonie et j'ai vu cette fenêtre s'ouvrir, ce tombeau s'ouvrir en quelque sorte, et deux infirmières apparaître. Et j'ai ressenti ça comme un choc très, très, très violent. Et il me semblait, sans que je puisse le dire, qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir cette fenêtre et que ces deux infirmières n'avaient pas le droit d'être là. Je peux même aller plus loin et dire qu'elle n'avait pas le droit d'être aussi jeune, alors que ma mère aurait été une vieille dame à cette époque, etc. etc. Je crois que ce passage-là, ça pose aussi la question de la transmission, de la diffusion de ces traces auprès de gens qui n'ont pas vécu ces moments-là. Ce qui est survenu, c'est que tout d'un coup, une femme s'est mise à pleurer. Et ce que j'ai ressenti de manière très violente, c'est que pour cette femme que je ne voyais pas, elle était près de moi dans la foule, et pour moi, il y avait deux choses. Il y avait nos souvenirs qui se déclinaient au présent, et il y avait les orateurs qui parlaient au passé, comme si tout cela était fini déjà depuis très longtemps. Et voilà. Et alors, il y a plus grave encore, moi j'ai senti cela d'une manière très, presque avec de la honte, puisque j'étais moi-même dans la foule, c'est que l'orateur a haussé le ton pour couvrir les pleurs de cette femme, comme si, une manière de dire, l'émotion n'est plus de mise, il est trop tard pour tout cela, il est trop tard pour pleurer, maintenant vous avez le devoir de ne pas oublier. Mais cette femme pleurait presque au présent, car je suppose qu'elle avait des souvenirs aussi précis que les miens. Elle pleurait au présent et on lui disait « c'est fini ce temps-là, maintenant il faut… vous devez vous souvenir, c'est d'une violence terrible pour quelqu'un qui revit ça au présent. » Alors j'ai compris ça comme ça. Et j'ai vu aussi dans la foule des femmes, deux jeunes femmes qui étaient à côté de moi et qui sont imperceptiblement tendues vers l'orateur pour écouter, en d'autres termes, ce que quelqu'un qui n'avait pas vécu les événements disait était plus important que l'émotion d'une femme qui se souvenait. Il y a comme un décalage parfois déroutant entre cette mémoire qui est frémissante et brûlante et bouillante d'émotions pour certains, ou simplement ressenti, éprouvé, et puis quelque chose qui devient presque aussi abstrait que les horreurs qui l'ont suscité, puisque vous disiez aussi, et je pense que c'est quelque chose de très important, à quel point, finalement, en évoquant les objets, les choses extrêmement ténues, modestes, humbles dans ce livre,
vous luttez d'une certaine façon contre l'abstraction de quelque chose qui est inconcevable. Ça a été ce que vous évoquez, a été analysé par Gunther Anders dans un gros livre qui s'appelle L'obsolescence de l'être, l'obsolescence de l'homme plus exactement. Il dit, et je crois le citer exactement, 10 morts c'est un crime monstrueux, 6 millions c'est une pure abstraction. Seuls finalement les bourreaux sont réels. C'est-à-dire que sur les bourreaux, nous savons tout, nous savons presque tout sur Eichmann, sur son enfance, etc. Mais sur les 6 millions de morts, nous ne savons rien. Ils sont destinés à rester dans cette absolue abstraction, y compris lorsqu'on veut les évoquer sur des monuments en gravant leurs noms. Il y a au mémorial de la Shoah à Paris les noms de 77 500 juifs déportés depuis la France. Ces noms eux-mêmes, gravés dans la pierre, sont une abstraction. On ne les lit, on ne les trouve que si on connaît leur existence, si on les recherche par ordre alphabétique. Voilà, c'est peut-être l'objet profond de ce livre, mais je n'en suis tout à fait conscient que maintenant, et notamment grâce à des analyses comme la vôtre ou à des questions comme les vôtres, je cherchais sans doute inconsciemment à lutter contre cette abstraction totale, redonner une vie, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, à des personnages voués non seulement à la mort, mais à l'abstraction la plus totale. Seuls les bourreaux ont une existence. Or, les bourreaux, ils sont absents de votre livre. Cette réalité du mal qui court dans toutes les pages du livre, puisque c'en est l'objet même, est curieusement absente. Elle est absente parce que j'appartiens, né juste avant la guerre, j'appartiens à ce que Alain Finkielkraut a pu appeler la génération des contemporains par oui-dire. Ce que je sais sur la Shoah, je l'ai appris dans les livres. De même, ce que nous savons du goulag, nous l'avons appris aussi dans les livres. Comment dire ? Ça n'avait donc pas sa place dans ce livre. Je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas un universitaire capable d'analyser mes propres lectures, de faire dire aux événements plus qu'ils ne disent dans les ouvrages des historiens. Donc, ça n'avait pas sa place là. Mais il faut ajouter une chose, même si elle peut paraître extrêmement prétentieuse de ma part, voire même monstrueuse, c'est qu'il m'est arrivé souvent de parler avec d'anciens déportés. Et puisque j'ai passé l'essentiel de ma vie à lire sur les camps, je me suis rendu compte que quand je parlais avec des anciens déportés, je savais beaucoup plus de choses sur la Shoah qu'eux. L'une de mes tantes, dont il est question à la fin de ce livre, a été déportée. C'est la seule personne de la famille qui soit revenue. Elle a été sélectionnée pour le travail en arrivant à Birkenau en 1944, alors que les Américains sont déjà en Normandie, c'est-à-dire tout à fait à la fin. C'est ce qui lui a valu la vie sauve. Ses connaissances des camps, c'est Birkenau entre 1944 et 1945, l'évacuation du camp. Bien. Mais moi, je sais beaucoup plus de choses qu'elle, sur tous les camps, à toutes les époques, sur des choses qu'elle ne voulait même pas aborder. La Shoah par balle en 1941 en Ukraine, par exemple, c'est 1 500 000 morts. Comment l'idée de chambre à gaz est née, ma tante ne voulait même pas en entendre parler, mais moi je sais très bien comment elle est née et dans quel souci cette idée de chambre à gaz est née. C'est que la Shoah par balle, ça coûtait cher en munitions, c'était un travail éprouvant, y compris pour les SS
qui tuaient les gens, qui fusillaient les gens à bout portant au bord des fosses communes. Ça les obligeait, pour supporter ce choc émotionnel, à boire du schnapps. Ils se saoulaient au schnapps. Pour couvrir les cris, on disposait des haut-parleurs et on diffusait de la musique à très haut débit sonore. Il fallait trouver une solution, j'ai presque envie de dire, intelligente et rationnelle à ces crimes. Alors on a essayé les gaz d'échappement des voitures à Chelmno en fin 1942. Et puis on s'est rendu compte que c'était très lent, très laborieux et que ça coûtait beaucoup d'essence. Il fallait parcourir un grand nombre de kilomètres avant que les gens s'effondrent à l'arrière de la voiture. Et souvent il fallait aussi les achever par balle parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Il fallait donc trouver quelque chose de plus efficace que les gaz d'échappement d'une voiture. L'idée du cyclone B est arrivée. Alors on a construit le cyclone B. Mais il fallait brûler les corps. Brûler les corps, c'était un travail qui supposait des installations nouvelles. Or, on a découvert la firme Toff de Wiesbaden, qui était spécialisée dans les fours destinés à faire disparaître les ordures dans les hôpitaux. Bon. Et on lui a demandé de faire des fours crématoires, c'est ce qu'elle faisait, beaucoup plus grands, puisqu'on allait mettre des corps entiers. Alors la firme Toff de Wiesbaden a travaillé à ce problème. Et puis on s'est... voilà. Elle est venue, des spécialistes, des ingénieurs sont venus, ils ont vu la crémation des premiers corps, ils ont modifié leurs installations, etc. Le fait que les Juifs vers Auschwitz devaient payer le trajet, bon, il y avait des tarifs mis au point par la Reichsbahn. La Wehrmacht payait la Reichsbahn. Les tarifs étaient revus à la hausse tous les 6 mois. Il y avait des tarifs spéciaux pour les enfants de moins de 10 ans. Il y avait des tarifs spéciaux aussi pour les groupes de plus de 200 personnes, car la Wehrmacht et la Gestapo ont arrêté des orphelinats entiers où il y avait plus de 200 personnes, plus de 200 enfants ou adolescents. La Reichsbahn consentait donc des tarifs de groupe. C'est cela qui fait mal, et pas du tout les fictions qu'on pourrait en tirer. Mais je crois que notre travail d'intellectuel, si l'on veut, disons, utilisons ce mot pour plus de facilité, c'est de regarder ces réalités en face. Et voilà, et de savoir, comment dire, analyser ces détails, ces faits, et de ne pas les noyer dans des récits qui, contrairement au roman du 19e que nous évoquions très, très brièvement, avaient pour fonction de faire éclater les réalités. Les mœurs de province, par exemple, et toute la turpitude de la bourgeoisie de province, dans Madame Bovary, etc. etc. Là, une fiction aurait plutôt tendance à nous masquer cela pour nous montrer la violence des uns, le total dénuement des autres, etc. J'aimerais savoir si vous pensez que ce qu'on appelle le révisionnisme ou le négationnisme est une attitude marginale, ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de se développer au fur et à mesure justement que la mémoire risque de se diluer avec les années, dans le temps? Je crois que je ne suis pas compétent, mais il y a des choses que j'ai apprises par mes lectures, et je crois pouvoir dire, à la suite de Bruno Bettelheim, que notre attitude à tous, juifs, non-juifs, etc., allemands, français, etc., c'est une manière de détourner le regard. Nous avons depuis 1945 une manière de détourner le regard, et Bettelheim fait remarquer que le choix du mot holocauste est déjà une manière de détourner le regard. L'Holocauste, c'est... de nier aussi un peu une réalité quasiment inconcevable. En tout cas, de lui donner une dimension
qui nous dispense de l'affronter dans toute sa crudité. Car si effectivement le meurtre de 6 millions de Juifs a quelque chose à voir avec la Bible, puisque le terme d'Holocauste n'est plus utilisé depuis 2000 ans, on ne le trouve que dans la Bible, si ce meurtre a quelque chose à voir avec la Bible, a quelque chose à voir avec Dieu, alors nous ne pouvons pas comprendre et à la limite, nous ne sommes même pas responsables, ça nous dépasse tous. C'est ce qu'une société chrétienne peut ressentir confusément. Est-ce que ce n'est pas déjà une manière de détourner le regard? Je pense que oui. C'est une sorte de révisionnisme. Et c'est notamment pourquoi on a préféré le terme de Shoah. Parce que le terme de Shoah, qui signifie catastrophe en hébreu, est un mot, bon, n'est pas tiré de la Bible. Mais il y a beaucoup de Juifs, et je me demande si ce n'est pas aussi mon cas, qui se demandent si le choix du terme de Shoah, et je crois que le mot Shoah a été accrédité par Claude Lanzmann, est tout à fait pertinent. Alors, il signifie catastrophe, mais c'est un mot hébreu. Est-ce que je connais des gens qui préfèrent le mot catastrophe en français, par exemple, plutôt qu'en hébreu, en disant c'est le problème de la France collaborationniste, c'est le problème de l'Europe entière qui s'est tue. Alors, est-ce qu'il faut aller trouver un mot hébreu? Je ne sais pas. La gestion, j'utilise ce terme avec des guillemets, bien entendu, d'un personnel aussi vaste, dans des camps aussi disséminés aux quatre coins de l'Europe, ça pose un problème. Et sans la carte mécanographique IBM, on était incapable à Birkenau, par exemple, de savoir combien de menuisiers on avait. Il fallait savoir, puisque les gens, la main-d'œuvre arrivait régulièrement, il fallait savoir combien de menuisiers arrivaient, de combien de menuisiers on avait besoin dans les camps, combien on pouvait en envoyer à la chambre à gaz et combien il fallait en garder pour le travail. Il fallait réévaluer ça tous les jours avec l'arrivée de chaque convoi. Il y a des convois où tous les menuisiers avaient la vie sauve, il y a des convois où tous les menuisiers étaient envoyés directement à la chambre à gaz. La carte mécanographique, voilà quelque chose qui est un travail intéressant pour un historien. En usage dans tous les camps. Dans tous les camps, il y avait un service mécanographique. On ne sait pas ça. On pensait que comme ça, c'était... Mais non, c'est un travail très... On a envie de parler d'intelligence et on sent bien à quel point l'usage de ce mot fait mal, nous fait mal. C'est une notion très relative aussi, peut-être. Alors, est-ce que... Certains disent que quand même la Shoah, enfin, le drame des camps, la tragédie des camps, c'est le triomphe de la technique aussi. C'est le triomphe de la technique, c'est le triomphe de la technocratie, c'est le triomphe d'une volonté d'État aussi, car si tant de Juifs se sont révélés être des victimes passives, c'est notamment pour une raison qu'un écrivain juif, Yerushalmi, a mise en valeur, c'est que pour la première fois en 2000 ans, l'ordre d'assassiner venait d'en haut. Il explique qu'il y a eu une quantité de pogroms en 2000 ans. Mais ce ne sont ni les tsars, ni le Vatican, ni les rois, ni les princes qui les décrétaient. C'était la population, c'était les Cosaques, notamment en Ukraine. Et puis un jour ou l'autre, le tsar disait « maintenant ça suffit, arrêtons ». Et c'est la police du tsar qui mettait fin aux pogroms. Là, nous voyons le phénomène inverse. L'ordre vient d'en haut et c'est tout l'appareil d'État qui travaille à la réalisation de ce meurtre. Mais ça a été la même chose en Union soviétique. Ça a été la même chose en Union soviétique. Donc c'est propre à une certaine... un certain génie du totalitarisme. Du totalitarisme qui n'est pas né n'importe où, qui est né dans une vieille civilisation judéo-chrétienne et qui, effectivement, nous amène à poser des questions et à analyser des faits et pas à nous retrancher dans la fiction, bien sûr.
Le travail d'un écrivain aujourd'hui est beaucoup plus de montrer, de faire toucher du doigt, plus que de tenter d'émouvoir, en jouant sur des cordes sensibles, évidemment, de manière inappropriée et avec une certaine monstruosité. Je crois qu'on ne peut pas jouer sur des cordes aussi sensibles, il faut donc être modeste. Et je pense que l'écriture aujourd'hui, pour un écrivain, confine à la modestie la plus grande. Enfin, c'est comme ça que je le pense. Et c'est-à-dire peut-être dans l'excès fictionnel, la réponse à donner, c'est de repartir vers quelque chose de plus... J'ai envie de dire cela, oui. J'ai envie de dire ça. Par exemple, mais l'idée, on a tourné autour de l'idée de fait, mais ce n'est pas une idée nouvelle. Il est évident que je n'invente rien. C'est une idée qui est même très prégnante au XIXe siècle, pour les romanciers du XIXe. Et c'est une chose que l'on voit dans le Hugo de choses vues. Hugo nous fait toucher du doigt, nous fait voir des choses qui dépassent toute fiction et que, à mon sens, seul un écrivain est peut-être capable de voir. Je pense à un passage de Choses vues où, près de la place des Vosges où habite Hugo, son menuisier travaille un jour. La porte de l'atelier est entrouverte et il entend les coups de marteau et Hugo s'approche et dit « Vous permettez, qu'est-ce que vous faites ?»« Je fais un cercueil. »« Un cercueil, oui, et pour qui ?» Et on lui dit « Pour l'empereur. Retour des cendres. » Bien. « Ah, l'empereur, bon, vous permettez que je jette un coup d'œil. » Bien. Hugo s'approche du cercueil, c'est un cercueil en ébène. Il regarde au fond du cercueil. Il voit dans l'ébène une veine blanchâtre et il se dit « Je suis le dernier homme avant des siècles à voir le fond du tombeau de l'empereur. »